Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui s'est retrouvé piqué au vif par une triple actualité de cette fin d'année, à la fois la rétrospective que consacre la Cinémathèque française à Sergio Leone, la mise en ligne sur Netflix du western en 6 actes des frères Coen, la balade de Buster Scruggs, et la sortie du jeu vidéo Red Dead Redemption 2, un ensemble d'événements culturels quasi coordonnés qui nous font nous sentir violemment d'humeur western. Aussi, nous avons décidé de chausser nos plus belles bottes à éperons pour cavaler de concert dans les vertes prairies de l'Ouest américain mythologique, en consacrant non pas un, non pas deux, mais 3 épisodes de western des origines à nos jours. En l'occurrence, comme on fait les choses dans l'ordre, cet épisode 6 sera consacré aux grands anciens du genre et sera assuré par un quatuor de pistoleros aux colts étincelants. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut Hugues. David Honora, salut David. Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné, premier volet de notre spécial western et c'est parti. George, je l'ai connu au temps du Texas. Il était encore cow-boy. On va remonter donc aux racines de la chose. Alors c'est compliqué de dater exactement le premier western puisque d'une part le terme date plutôt des années 20 et qu'il y a litige pour savoir quel film peut avoir l'auguste honneur d'être le premier, sachant que le thème de la conquête de l'Ouest est présent dès l'origine du cinéma. Mais Perrine, toi tu voulais nous dire un mot sur un peu ce que ça représentait à l'époque où il a émergé en fait, ce genre aux États-Unis. À quoi il sert en fait finalement ce western? Alors oui, on ne sait pas très bien quel est vraiment le premier western en effet avec les termes, mais on dit à peu près que c'est celui de 1903. C'est le film de Edwin S. Porter, voilà, qui s'appelle, attention j'ai peur de dire une bêtise, Le vol du Grand Rapide. C'est ça. C'est un film de 20 minutes à peu près, donc on est le début du cinéma, hein, je rappelle 1895, on est vraiment tout près quoi. Mais à quoi ça sert? En 1903, quand ce film-là est fait, on n'est qu'à 127 ans de l'indépendance des États-Unis, qui ont eu donc leur indépendance en 1776. Donc à peu près le western c'est cette période-là, c'est-à-dire on est à la guerre de sécession jusqu'à peu près la fin des espaces sauvages, enfin ce qu'on considère des espaces sauvages dans 1800, mi-1800 à peu près. Donc on est voilà dans une période un petit peu définie et on a besoin. Les États-Unis c'est une nation récente, c'est très récent, ça n'a pas de passé, ça n'a pas d'histoire d'une certaine façon. C'est des gens qui ont émigré, c'est une nouvelle génération qui n'ont pas vraiment de passé. Il y a tout à créer, il y a tout un mythe à faire en fait. Et donc c'est à ça que sert le western d'une certaine façon. C'est à donner finalement un peu comme au Moyen-Âge on avait les chansons de gestes, on avait les récits homériques pendant l'Antiquité. On a besoin d'avoir du mythe pour donner du sens à sa nation, pour donner une grandeur à sa nation et pour donner une naissance aussi tout simplement. Qui on est, à quoi on sert et d'où on vient. Et c'est à ça que sert le mythe, c'est-à-dire le mythe de cet homme qui va affronter à la fois la nature pour pouvoir s'installer, affronter ceux qui étaient déjà là. Ça après ça sera relu après à travers le temps parce qu'au début c'est vu comme quelque chose d'héroïque. Après on verra que c'était pas. Légèrement revenu dessus. Oui. On va en revenir un petit peu dessus, mais voilà en fait en soi c'est raconter cette conquête difficile, cette maîtrise de la nature par l'homme et quelles sont les valeurs, quel est le récit autour duquel une nation va s'unir en fait et va se définir. C'était George Roy Hill qui a fait donc Butch Cassidy et le Kid qui disait que le western c'était le kabuki des États-Unis en fait. Et c'est vraiment ça, c'est cette idée d'un seul coup. On va avoir des codes communs, on va avoir un récit commun, et à partir de là, on va dire que c'est notre nation et être américain, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on se définit, et c'est à ça que sert, en tout cas de prime abord, en tout cas le western. Graphique, je te voyais dans les starting blocks. Oui, non, je rebondis effectivement sur le film de Porter qui est le The Great Train Robbery, qui n'est pas juste un des premiers westerns, c'est aussi un film qui a posé des bases cinématographiques assez incroyables. On a l'image célèbre du fameux coup de feu en direction du spectateur, quoi. Tu te dis, à une époque où le cinéma est encore un art aussi jeune, c'était dingue d'oser des trucs comme ça. Mais aussi ne pas oublier que dans l'établissement d'Hollywood, qui se fait dans les années 10, elle se fait en présence de Wyatt Earp, en présence de Buffalo Bill. Geronimo n'est pas mort, et donc de fait, certains des films qui sont produits à l'époque, par exemple, qui sont des drames qui se passent sur la côte ouest, deviennent de fait des westerns aussi. Oui. On a deux genres à cette époque-là, à l'époque du muet, qui sont les mélodrames et westerniens, et le western tel qu'on l'entend aujourd'hui, qui est plus associé à de la série B, c'est-à-dire à des films d'action, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, ils étaient tournés sur la côte est, dans des régions un peu pourries, parce que trop déjà urbanisées. Il fallait trouver un petit coin de forêt pour essayer de faire un peu genre, et ça marchait pas très bien. Le public se laissait pas prendre. Et figurez-vous, parce qu'on l'a un peu oublié, que le public américain à l'époque s'était pris de passion non pas pour le western de son propre pays, mais parce qu'on va appeler a posteriori le western camembert, cocorico, puisque c'est en France qu'un certain Joe Hamman
devient ami avec Buffalo Bill après avoir vu son spectacle et décide d'en faire. Donc il commence en 1906, je crois. Lui, il prétend qu'il a été le premier à faire du western, mais le fait est que quand il va commencer à tourner dans les paysages de Camargue, qui sont finalement assez proches de ceux qu'on peut trouver sur la côte ouest, les Américains vont trouver les westerns de Joe Hamman plus réalistes en fait, et ils vont pendant un certain moment préférer le western français au western américain. Et l'idée aussi donc de quitter la côte Est pour aller s'installer sur la côte Ouest pour les exploitants et les producteurs, c'est aussi pour contrer l'influence déloyale du cinéma français, l'hégémonie culturelle du cinéma français sur les États-Unis. Moi, c'est vrai tout ce que je raconte. Ah, mais je te crois totalement. En tout cas, c'est très très vrai. À une époque où Pathé produisait la moitié des films sur la côte Est, quoi. Alice Guy, par exemple, la fameuse Alice Guy, une des premières cinéastes femmes de l'histoire, a réalisé pas mal de westerns à cette époque-là, aussi sur la côte Est. La majeure partie de son cinéma était fait aux États-Unis et pas en France. Et donc, en s'installant à Hollywood, on profite des décors et de fait, c'est plus facile de faire du western. Donc, mais cette idée de dire que Wyatt Earp est dans les parages, c'est qu'il va vraiment traîner. D'ailleurs, il y a une comédie de Black Edwards qui revient un petit peu sur cette affaire-là. Voilà, Sunset avec Bruce Willis et voilà. James Garner. Puisque il va se prendre d'amitié pour certains réalisateurs, dont le fameux John Ford, qui va quand même débuter dans ce genre-là et qui gardera en mémoire beaucoup de choses que Wyatt Earp lui a balancé, des anecdotes, etc., dont le fameux règlement de compte à Hockey Corral, qui deviendra plus tard le film de John Ford, La poursuite infernale. Ford va briller aussi alors lui, le temps qu'il s'installe, donc dès les années 20, avec des films qui sont plus dans la construction du mythe, tel que vient de l'entendre Perrine, qui sont le cheval de fer, The Iron Horse, donc évidemment sur la conquête par le train. Ouais. Et aussi Trois sublimes canailles, qui est une super production qui, pour moi, rien que par son titre, préfigure un peu Le Bon, la Beauté, le Truand, quoi. Mais qui est surtout connu pour une scène gigantesque de l'invasion de l'Oklahoma, ce qui a été refait dans le film de Ron Howard avec Tom Cruise et Nicole Kidman, Horizon lointain. Voilà, cette fameuse. Merci Stéphane. Cette fameuse ruée sur l'Oklahoma, dans laquelle il va avoir ce fameux réflexe de mettre sa caméra dans un trou pour pouvoir voir les chevaux qui passent au-dessus, etc., quoi. Et donc, dès l'instant où Hollywood découvre les espaces délirants de la côte ouest, là, les Américains finissent par accepter le western américain comme étant le meilleur. Et du coup, à la fin du muet, donc entre 26 et 28, ça représente à peu près 28% de la production hollywoodienne. Je crois qu'il y a eu 500 westerns en 2 ans, un truc comme ça. Donc vraiment un genre qui en impose, quoi. C'est le parlant, en fait, qui va clasher le truc. La première vague. Voilà, de par ses paysages, etc. C'est un genre qui est éminemment visuel, quoi. Et l'arrivée du parlant, tout d'un coup, on va se retrouver dans des films d'appartements. Et des comédies urbaines, des choses comme ça. Et en gros, est-ce que c'était moins cher à produire, peut-être aussi? C'est surtout tourner en extérieur, c'était compliqué. C'est ça. Avec le parlant, c'était pas moins cher, c'était carrément de l'ordre de l'impossible. Il fallait tourner en muet pour doubler ensuite. Ah oui. Et donc là, le genre va vraiment sombrer à ce moment-là. C'est l'époque des adaptations de Broadway et compagnie. Et il va tenter de revenir avec 2 énormes productions en 1930 qui sont Billy the Kid de King Vidor et le film de Raoul Walsh, c'est The Big Trail. Voilà, j'oublie tout le temps ce titre. La piste des géants. Voilà, tourné en 70 mm. Donc c'était les premières tentatives de 70 mm au cinéma, noir et blanc 70 mm, avec des scènes complètement dingos de caravanes qu'on essaie de faire descendre le long de précipices, etc. Mais tout ça, évidemment, comme l'époque le veut, sans effets spéciaux. Donc c'était fait pour de vrai, avec des pauvres figurants dont on se demande combien ils ont laissé la vie, quoi. Mais bon, j'imagine que vu sur un grand écran, ça devait être un certain spectacle. Néanmoins, ça marche pas. Ça relance pas le genre. Ça relance pas le genre. Il va vraiment falloir attendre la fin des années 30 pour que j'ai du mal. Je suis pas un spécialiste de la sociologie par le cinéma, mais c'est vrai qu'en 1939, on a une série de classiques qui arrivent tous d'un coup. Donc je les ai notés. Il y a Jesse James de Henry King, Le signe de Zorro de Ruben Östlund. Bon, c'est du western, désolé les gars. La piste de Santa Fe et Dodge City de Michael Curtiz avec Errol Flynn.
Pacific Express de Cécile B2000 qui sera sélectionné à Cannes, mais le fameux festival qui n'aura jamais lieu, de 1939. Le Grand Passage, qui est le premier film en couleur de King Vidor, qui est magnifique, hein, bref, passons. Et enfin le classique des classiques, Stagecoach, La Chevauchée Fantastique de John Ford, qui va devenir comment on pourrait appeler ça, le moule en fait du genre, c'est-à-dire il y a tout dedans. Donc à partir de ce film-là, il y aura plus qu'à se servir dans une ou deux séquences pour faire un western qui tienne à peu près debout. Pour l'anecdote, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, et j'invite à le voir, il faut savoir qu'Orson Welles avait décidé de le regarder en boucle. Il a regardé quelque chose comme 208 fois, je crois, en compagnie de la monteuse, pour se faire tout expliquer, et c'est uniquement ça, d'après lui, qui lui a appris le cinéma avant de faire Citizen Kane. Donc voyez le film, voyez Stagecoach 208 fois sur une semaine, et ensuite la semaine suivante vous réalisez Citizen Kane. Citizen Kane juste après. C'est la seule solution. David. Effectivement, je dirais que donc on a parlé vraiment des tout débuts du western, mais La Chevauchée Fantastique, ça va être le film qui va lancer le western classique américain, et c'est intéressant parce que c'est aussi la rencontre de John Ford avec John Wayne, qui lui va incarner le western américain et le western classique, et en fait suivre la carrière de John Wayne raconte un peu l'histoire de ce western classique américain. Lui, dans les années 30, donc avant de faire ce film avec John Ford, je dirais, quand tu regardes sa filmographie, moi j'ai vu peu de films de cette époque, et on a l'impression que c'est une sorte de John Wayne exploitation où il faisait des dizaines de westerns, notamment avec Robert Bradbury et George Sherman, qui ont fait vraiment beaucoup de films avec lui, dans lesquels il jouait un rôle un peu de jeune premier, cow-boy extrêmement viril, etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec John Wayne, c'est qu'il va incarner différentes figures du western qui vont évoluer avec le temps. Et dans La Chevauchée Fantastique, il joue un hors-la-loi, il s'appelle Ringo Kid, et qui accompagne du coup la diligence qui doit traverser un territoire menacé par des Indiens. Et en fait, notamment la notion de territoire a une importance assez capitale dès ce film-là. Et comme disait Rafik, tout est posé là, et notamment en fait Monument Valley, qui est un décor qui est devenu vraiment mythique du western, avec l'icône du western. Je suis pas expert en géologie, je ne sais pas comment appeler les sortes de monticules. Pierreux. Je crois qu'on voit tous à peu près de quoi tu parles. Canyon, c'est pas des voilà, c'est le contraire du canyon, presque. C'est les bords du canyon. Et qui sont, qu'on va retrouver pendant 20 ou 30 ans, quasiment en toile de fond de tous les westerns tournés là-bas, parce qu'en plus c'est à proximité d'Hollywood, on a des grands espaces qui se prêtent particulièrement bien au tournage. On est dans des conditions climatiques qui peuvent s'y prêter aussi. C'est à la fois loin et pas loin. Et John Ford aimait bien aller là-bas parce qu'il s'éloignait des studios, et du coup on le faisait pas chier quand il était. En plus, il a tellement tourné dans cet endroit que les gens considéraient que c'était pratiquement sa propriété, donc personne n'allait l'emmerder là-bas. Pas mal, ça va pas dégueu. Et après, en fait, mine de rien, donc il y a pas mal de films qui se tournent, on va peut-être avoir l'occasion de parler après, mais je vais juste dérouler un petit peu la carrière de John Wayne. En fait, 10 ans plus tard, il refait des films avec John Ford, où là, il est plus le hors-la-loi, mais il incarne un autre personnage mythique du western, c'est le pas encore le shérif, mais plutôt l'officier de cavalerie. Donc, notamment tunique bleue, quoi. La tunique bleue, exactement, et il laisse ça une première fois dans le massacre de Fort Apache, donc de John Ford en 48, et ensuite dans La Charge héroïque, qui je crois est le premier film de John Ford en couleur, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est un film en Technicolor où la couleur a une importance assez capitale, qui est encore un film en 1.33. On n'est pas encore arrivé dans le western en scope, qui va vraiment aussi marquer son époque, et on est encore dans un cas où on est sur des structures des structures morales de personnages assez nettes, en fait, avec en gros des personnages qui défendent la veuve et l'orphelin contre les Indiens, qui sont des antagonistes assez peu incarnés, même si dans La Charge héroïque, qui s'appelle
En anglais, She wore a yellow ribbon. Elle portait un ruban jaune. Le personnage de John Wayne, en fait, il avait un ami indien et donc il essaye un peu de concilier, de faire en sorte qu'il y ait le moins de morts. Mais même le massacre de Fort Apache, il y a déjà un peu une amertume qui commence à se faire jour. Mais c'est vrai qu'on reste dans un truc relativement patriote, etc. Il ne faut pas oublier que on est dans les années 40, les États-Unis sont en guerre contre deux ennemis sur les deux fronts. Il y a quand même aussi le besoin de soulever le patriotisme du pays. Ça, et juste avant, je venais à ce que toi tu avais dit, puis dans la lignée de ce que dit évidemment... ce qu'on dit tous, c'est que tout simplement, en 39, la fin des années 30 aussi, c'est que on est sorti en 29 de cette crise financière aux États-Unis qui a été très forte, le krach boursier en fait. Donc il y a eu une énorme perte de morale aux États-Unis, la grande dépression, la fameuse. Très grande dépression, c'est le cas de le dire. Et donc il y a eu aussi le besoin de reconstruire ce que c'était que l'Amérique, c'est-à-dire de reconstruire à un moment donné le moral et l'idéal américain et de dire qu'est-ce qu'on est, qui on est. Et on a déjà eu des batailles, on a déjà vaincu des choses. Regardez, on l'a déjà fait à ce moment-là. On peut le refaire. Notre ennemi, c'était les Apaches, c'était la nature. Maintenant, notre ennemi, c'est l'argent. Donc, en fait, il y a un moyen de dire, on réaffirme notre. Donc, c'est aussi pour ça que, à mon avis, du moins, je ne suis pas encore pas une experte non plus en sociologie, mais je pense que c'est à ce moment-là aussi que, évidemment, John Wayne et ça, ont pu retrouver un attrait fort du public, du moins à ce moment-là, le western. Et du coup, en fait, la figure héroïque un peu irréprochable qu'incarnait John Wayne dans les années 40, elle a un tournant encore avec John Ford dans les années 50, avec ce qui est souvent considéré comme un des chefs-d'œuvre absolus du genre, c'est La prisonnière du désert, où là, en fait, il est en proie et en questionnement avec son propre héroïsme et surtout sa solitude. Et c'est un film sur la solitude du héros qui, pour raconter rapidement l'histoire, c'est une famille se fait attaquer par des Indiens, plusieurs des jeunes filles se font kidnapper, la plus jeune, on en perd la trace et John Wayne va se mettre en tête de la retrouver, mais ça dure extrêmement longtemps, pendant plusieurs années. Il incarne vraiment le héros solitaire qui presque ne veut pas être aidé et veut mener cette tâche seul. Et en fait, à la fin du film, quand il finit par retrouver celle qui est devenue une jeune femme, qui est internée par Natalie Wood, et qui non seulement est devenue une jeune femme, mais est devenue une indienne, en fait, il y a vraiment une sorte de retournement moral. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que va lui faire John Wayne, s'il ne va pas la tuer, ou si... Il y a quelque chose qui s'est complètement perdu, et il remet en question, finalement, tout ce qui le constitue en tant qu'être vivant et en tant qu'individu et en tant que personnage. Et on va parler après de la suite de la carrière de John Wayne, qui raconte encore des choses sur son rapport au mythe américain, mais c'est je pense vraiment un tournant, et c'est pour le coup un film qui visuellement est extraordinaire. On connaît beaucoup le plan d'ouverture et de fermeture du film qui crée un cadre noir complet sur l'écran avec le contre-jour et la lumière qui rentre par la porte de la ferme. Et aussi, pour le coup, là, c'est un film alors, je crois pas que ce soit encore un film en scope, c'est un film en 1.85, un peu plus étendu. En VistaVision. En VistaVision. Et qui pose vraiment visuellement un univers qui est très chargé en utilisation notamment de la couleur. Enfin, c'est du cinéma presque expressionniste, c'est-à-dire qu'on ressent à travers les couleurs, la manière dont sont utilisés les décors, etc., tout ce qui se passe dans la tête des personnages, en particulier dans la tête de John Wayne. Mais c'est un tournant majeur, en fait, dans l'histoire du western classique. Faut pas oublier, ou préciser aussi que même si le western des années 40 est aujourd'hui clairement vu comme le western classique, avec, je dirais, presque caricatural, c'est souvent par des gens qui ne les ont pas forcément vus, ces films-là, il y a quand même beaucoup plus d'ambiguïté qu'on ne voudrait croire, et surtout dans les classiques du genre, comme par exemple L'étrange incident de William Wellman, qui met en scène un lynchage, en fait, qui est un film qui se posait vraiment des questions de justice. Le Duel au soleil de King Vidor, qui est une super production absolument formidable,
ou dans laquelle il y a en filigrane un truc sur les rapports raciaux aussi qui se passe à la frontière, puisque l'héroïne n'est pas tout à fait blanche, on va dire. On a Le Banni de Howard Hughes, qui était un film qui avait fait un énorme scandale et qui a surfé d'ailleurs sur son scandale pour être un grand succès. Où alors là, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau sexuel, on a pratiquement tous les tabous qui sont effleurés dans tous les coins. La poursuite infernale de John Ford, qui est donc le fameux film inspiré des mémoires de Wyatt Earp, et très très enjolivé quand même par Ford, parce qu'il veut quand même en faire une légende, mais oui. qui au fond parle de ce passage crucial entre la sauvagerie de l'Ouest et la civilisation, avec quelque part presque une forme de regret à peine dit, mais qui est quand même là. On a perdu quelque chose dans ce truc-là, qu'on va retrouver dans des westerns beaucoup plus tard, des années 60-70. On l'a cité, donc le massacre de Fort Apache, La Rivière Rouge, La fille du désert de Raoul Walsh, qui est un film presque au rive du gothique par moment. Donc on n'est pas non plus dans des films tout beau tout propre. Oui. Il y a une ambiguïté à mener. Et encore une fois, le monde est en guerre à cette époque-là. On n'est pas totalement dupe. Même si après-guerre, manifestement, là, il va y avoir un backlash et on va commencer à sombrer dans quelque chose de plus sombre dans le western, avec ce que... Alors, je suis désolé pour le terme, moi, ce que j'appellerais l'arrivée en masse de Sigmund Freud, en fait, aux États-Unis, d'une certaine façon, puisqu'on va commencer, dès les années 50, à avoir des westerns dans lesquels les individus, les personnages sont en proie à des fêlures qui sont d'ordre vraiment psychanalytique. Il y a un western de John Sturges qui s'appelle Coup de feu en retour, donc Backlash, et qui est vraiment là, pratiquement un déroulé de tout ce que la psychanalyse a pu nous faire découvrir sur le refoulé, en fait, quoi. Mais le western des années 50, même s'il est a priori on est dans une Amérique donc triomphale, qui est à peu près sûre de ses valeurs patriotes, etc. La fêlure, elle est dans les personnages. Et c'est là où on va avoir des westerns qui vont commencer à poser des questions sociologiques avec plus de facilité qu'on n'aurait pu le faire avant-guerre. Je pense évidemment à La Flèche brisée, 1950, qui est le premier de Delmer Daves, qui est considéré comme un des premiers westerns pro-indiens. Même s'il ne faut pas voir la chose de façon encore une fois caricaturale, il y a eu auparavant on allait déjà dans cette direction-là, mais là c'est vraiment le sujet central du film. Et on a aussi des réalisateurs qui auparavant ont tâté du film noir et qui vont débouler dans le western. Donc, je pense évidemment Fritz Lang, qui va en faire pas mal, mais aussi surtout à Anthony Mann, qui avait vraiment brillé dans le film noir très noir, et qui tout d'un coup va nous balancer, la même année, va nous balancer 3 films qui sont La Porte du Diable, Les Furies et Winchester 73, et c'est dingue de voir ça aujourd'hui. Enfin, il y a des moments crépusculaires dans ces films-là, qu'en plus utilisent le noir et blanc d'une façon absolument sublime. Je pense surtout aux Furies avec Barbara Stanwyck, où on a une séquence où son amant mexicain se fait condamner à mort et lyncher, mais cette scène-là, c'est du baroque absolument délirant, quoi. Donc les années 50 sont pas aussi innocentes qu'on aurait voulu le voir, même si à côté on a des films comme La Captive aux yeux clairs de Howard Hawks, qui sont des grands films d'aventure, les aventures du capitaine Wyatt, tous ces trucs-là, qui n'hésitaient pas à jouer la carte franco du film familial, quoi, si tu veux. Donc voilà, c'est l'arrivée d'Anthony Mann dans les années 50, c'est les débuts de Samuel Fuller aussi, dans ces années-là, fin des années 40-50, avec Le Baron de l'Arizona et J'ai tué Jesse James, Robert Aldrich, qui arrive aussi avec Bronco Apache, et puis plus tard Veracruz. Et Bud Buttigieg, qui est encore aujourd'hui assez mal connu, et qui a réalisé une dizaine de westerns dans les années 50, qui sont, je trouve, moralement et psychologiquement assez inclassables. Il faut vraiment les voir. Surtout ceux qu'il a fait avec Randolph Scott, qui sont... je sais pas, enfin, il y a une forme d'approche de la virilité qui est très très trouble, mais pas trouble au sens où sexuel où on l'entend, mais empoisonné quelque part, je dirais. Voilà. Donc sur ces années-là, il va se déployer jusqu'à ce classique incontournable qu'a cité déjà David. Et Stéphane est autour de la table. Donc je tiens à le préciser parce qu'il n'était pas intervenu. Au-delà de tous les citations, de tous les trucs. Alors moi, je pense que déjà, mais c'est pas forcément, je suis pas non plus un grand sociologue, là, mais j'ai l'impression que l'idée que le western devienne un genre historique
est proprement historique à la fin des années 30, c'est-à-dire que vraiment en termes de reconstitution, je pense que c'est aussi ce qui fait quelque part en fait d'un seul coup le regain d'intérêt pour ce genre-là. Et le truc qui est son acuité historique, le fait non, qu'on c'est-à-dire le fait qu'on qu'on sorte complètement de l'aspect contemporain pour finalement traiter quelque chose qui est de l'ordre du passé, de la mémoire. C'est devenu le passé. Et voilà. Du souvenir proche, mais quand même du passé. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai l'impression que le cinéma américain a créé deux genres très spécifiques en fait, qui sont évidemment le western. Et alors, je vais pas se situer, mais j'ai l'impression que c'est eux qui l'utilisent finalement le mieux, et en tout cas dont les codes finissent par être vraiment injectés dans tout le reste du cinéma mondial. C'est le western et le thriller en fait. Oui. Et qui sont, j'entends par là, deux genres éminemment cinématographiques, c'est-à-dire qui fonctionnent à travers le langage du cinéma et la narration cinématographique pour exprimer des idées, des notions, des thématiques et les faire ressortir en fait. Donc dans tout, je pense que c'est une somme d'éléments qui ont fini par créer cet aspect, j'ai presque envie de dire iconique en fait du cinéma, qui fait que par exemple dans toutes les thématiques que vous avez citées jusqu'ici, que ce soit par exemple la colonisation, que ce soit la guerre, que ce soit les duels, que ce soit enfin tous ces trucs là. Finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut plus du tout se détacher de l'image du western pour les traiter, y compris quand on n'est plus du tout finalement dans le genre du western à proprement parler, c'est-à-dire dans la reconstitution historique de l'Ouest américain. D'ailleurs, c'est même devenu quasiment une espèce de lieu commun de la critique de dire c'est un western urbain, c'est un western ceci, un western cela. On en voit aussi un peu partout, mais sans doute à raison parce que les codes se retrouvent dans tous les types de cinéma. Voilà, mais le truc, c'est surtout que d'un seul coup, on se retrouve dans une espèce de logique, mythologique du cinéma. C'est cette fameuse phrase qui est dans Liberty Balance, quoi. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, entre la réalité et la fiction, entre la réalité et la légende, qu'est-ce qu'on imprime ? On imprime la légende. Donc, je pense que voilà, il y a cette notion-là en fait qui est extrêmement importante parce que j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu juste pour amorcer peut-être ce qu'on va traiter dans les 2 émissions qui vont suivre, et notamment le fait que ça va être déconstruit en fait à un moment donné, c'est-à-dire que et pas forcément par les Américains d'ailleurs, puisque je pense qu'on va arriver à un certain stade de remise en question en fait de ce fonctionnement-là. Et effectivement, à mon sens, si je devais avoir un point de vue personnel là-dessus, je suis d'accord en fait avec l'idée que La prisonnière du désert représente en fait le pinacle du western tel qu'on l'entend classique, effectivement, comme tu le disais. En concurrence directe avec, je pense, Rio Bravo de Waro, qui est vraiment qui est aussi bien marqué, tout à fait mythologique dans son genre. Mais dans l'idée même en fait de encore plus je trouve de la fabrication du héros américain et tel que les Américains peuvent même se voir, parce que le truc qui est hyper alors, je vais peut-être rentrer dans un truc sociologique où je vais péter plus haut que mon cul, mais parce que j'ai pas forcément le niveau, mais ce qui est très intéressant, c'est que tu vois qu'il y a quand même dans la construction de l'Ouest des éléments que nous, par exemple, Européens, on peut pas constater, mais qui existent en fait aux États-Unis encore, c'est-à-dire des vrais fonctionnements. Ne serait-ce que voir comment les mecs gèrent encore une fois dans la Constitution la question des armes ou ce genre de choses en fait. Et du coup, la frontière, voilà. Bien sûr. Et ça, c'est énormément d'éléments qui finissent par se retrouver qui sont traités dans le western en soi, c'est-à-dire par le biais du western, parce que historiquement, c'était dans cette époque-là, ça s'inscrivait dans cette époque-là, mais qui finissent par être qu'on peut finalement balancer dans d'autres genres. Je veux dire, Star Trek, c'est la dernière frontière, l'espace, donc c'est ça la logique, et c'est une logique de western. Donc c'est pas forcément filmé comme des westerns, c'est pas forcément conçu comme des westerns, mais c'est irrigué. Et du coup, c'est ça qui en fait aussi un genre, je pense, totalement primordial, parce qu'il y a aussi cette image un peu, je pense justement, de désuétude en fait, de cinéma à papa dans ce genre-là, qui pour moi est un peu en porte-à-faux avec ce qu'est vraiment le genre en soi, puisque c'est un genre d'une richesse tellement délirante que ça fait toujours du mal. Moi, je me souviens d'une émission il y a très longtemps sur la chaîne Cinéphile où il y avait plusieurs cinéphiles qui étaient à une table, et il y avait
présentatrice absolument insupportable, je sais plus son nom, et qui à un moment donné leur dit mais qu'est-ce que vous aimez dans le western? C'est genre vraiment comme si il fallait se justifier. Et personne n'a osé lui C'était répondre. Ghislaine Rosex, ma cousine. Personne n'a osé lui répondre un truc qui est, je suis désolé, mais qui est vrai, quoi. Comment on peut se prétendre cinéphile sans s'intéresser au western, dans un genre qui a irrigué toute l'histoire du cinéma d'une façon aussi violente, quoi. Et puis surtout qui est absolument pas monolithique. Le seul genre cinématographique à ma connaissance dans lequel absolument tous les récits sont possibles, et donc où de fait tous les récits ont été faits. C'est-à-dire que tous les autres genres, en fait, tous les autres genres tous les autres genres ont une obligation de narration. C'est-à-dire dans un thriller, il faut qu'il y ait un meurtre. Sinon tu le fais pas. Alors, le western n'a aucune obligation narrative. Il n'a que le décor en fait qui le détermine vraiment. Mais je pense que c'est ça aussi pourquoi les gens parfois disent j'aime pas le western. En fait, c'est justement parce que cette image d'Épinal du western, c'est-à-dire forcément les grands espaces que tu disais, Monument de vallée, des mecs avec des flingues, des duels, une petite meuf qui damoiselle en détresse, quoi, et une autre qui est une prostituée, et des Indiens qui se font buter ou qui scalpent. Donc en fait, on a l'impression que c'est ça le western. Et je pense que quand on dit j'aime pas le western, c'est qu'on ne voit pas la richesse, ce qu'il y a autour de presque ces incontournables, j'ai envie de dire. Oui, il y a les grands décors, ça c'est obligatoire, hein, d'une certaine façon. Oui, il y a pendant très longtemps l'homme fort qui va à la conquête. Oui, il y a la position de la femme qui n'est qu'un être qu'on peut aimer de toute façon, mais qui n'a pas forcément de force, ce qui arrivera après par la suite, ce qui n'est pas le cas toujours. Et en fait, mais au bout d'un moment, c'est ce qu'on s'imagine. Je pense que quand on dit j'aime pas le western, c'est je n'aime pas ce que j'imagine être le western, ce que je limite au western en fait. Ça, oui. Et je pense que les gens, de manière générale, parce que ce qui a été passé beaucoup à la télévision aussi, parce que les gens font leur culture par la télévision surtout à une certaine période, c'était typiquement ce type de western-là. Et aussi parce qu'ils écartent tout ce qui, à leurs yeux, n'en est pas. Oui, alors que ils ne pensent pas que c'en est. En fait, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une absence de culture que ceci est du western. Si tu passes à la cinémathèque Le Vent de Victor Sjöström, tout le monde va aimer, c'est un grand classique. Personne va considérer ça comme un western. T'as envie de dire, si, c'est un western. Ouest américain, à cette époque-là, c'est un western. Donc, Little Big Man, c'est un western. Il faut redire à peu près ce que c'est. Sauf que inversement, justement, après les codes de narration en soi, en fait, peuvent être inversés et seraient impliqués en fait dans des genres qui n'ont pas en fait et beaucoup plus tôt qu'on l'imagine en fait, parce que j'ai cité John Sturges tout à l'heure par rapport donc au western qu'il a fait à cette époque-là. Mon plus célèbre est évidemment Les 7 mercenaires, mais quand il fait un film comme Un homme est passé, par exemple, dont le titre français est un petit peu trop gentil, et je préfère le titre américain qui est Bad Day at Black Rock, comme tout de suite on a changé de genre, tu vois. Sale journée à Black Rock. Ça a eu de la gueule. Avec Spencer Tracy qui déboule dans une ville paumée de l'Ouest américain et personne ne sait exactement qui est cet étranger, et en gros tout le monde veut sa mort, quoi. C'est tellement westernien comme ambiance que t'es presque surpris de voir des bagnoles en fait, quoi. Parce que t'as des codes en fait. C'est-à-dire que l'idée du mec qui arrive en train, que tu verras même dans un Carpenter après, ou dans les ouvertures de Los Angeles, c'est un code du genre le film de siège, c'est un code du genre du western. Il y a tout un tas de codes comme ça qui finissent par être se paumer en fait dans tout un tas de genres, et il y a aussi tout un tas de genres qui reviennent littéralement dans le western. On peut faire de l'horreur dans le western, on peut faire de la comédie romantique dans le western, on peut faire de l'humour, on peut faire de la comédie musicale. Voilà, on peut. En fait, le western, on peut tout faire. C'est ça la logique du western. Et c'est parce qu'il y a cette historique derrière, c'est-à-dire il y a tous ces ouais, bien sûr, Cowboy versus Aliens. Mais grand il y a tout cet historique-là. En fait, tout cet historique, tout ce je sais pas comment dire, peut-être travail global en fait de tous ces cinéastes en fait qui ont forgé le truc au fur et à mesure, qui font qu'à un moment donné ces codes-là, ils sont à la fois incontournables et en même temps totalement solubles dans d'autres genres, dans d'autres histoires, quoi. En même temps, il y a une logique derrière tout ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, et je reviens à ce que je disais au départ, si le western, c'est comme c'est ce mythe américain, c'est qu'on raconte le mythe américain, on refait l'histoire américaine, on la raconte. Forcément, le cinéma américain va s'inspirer de son propre mythe. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il va faire, peu importe quel type de film il va faire, un film d'horreur, un thriller, un polar, whatever, il va se baser sur son propre mythe. C'est logique. Donc, si le western, c'est son mythe, forcément que le western va infuser tout le reste, puisqu'il définit le mythe américain. Donc, c'est logique. Après, il faut aller chercher. Nous, on aura beaucoup de récits de chevalerie ou de choses comme ça, parce que ça fait partie de notre histoire française. Donc, après, il faut aussi chercher ce qui, dans chaque
pays, continents, ce qui forme la culture de ces pays-là va infuser forcément tous les genres cinématographiques. Mais si ce n'est qu'en fait, c'est surtout totalement reconnaissable par les spectateurs du monde entier. C'est ça que je veux dire. C'est beaucoup plus récent. Mais aussi parce que Vachement c'est plus traité. C'est-à-dire que, en gros, je pense que l'idée de dire c'est un western urbain ou je sais pas quoi, etc., c'est un truc que tout le monde peut reconnaître, parce que si tu as vu 3 westerns dans ta vie et que d'un seul coup tu vois en fait les cadres, la façon dont ça fonctionne, je vais dire une connerie, hein, le plan des jambes c'est Sergio Leone, le plan du flingue sur le truc, le champ contre champ voilà, sur les mains, tous ces choses-là. Parce que c'était déjà visuel, c'est-à-dire que moi, si je te parle de trucs, forcément, à l'époque d'Homer, il n'y avait pas le cinoche, donc c'est sûr qu'on était pas là-dessus. Mais en soi, oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais même dans un film comme La Guerre des Roses, Danny DeVito, pour montrer que le duel a commencé chez le couple, il va les filmer à hauteur de la taille, l'un face à l'autre, etc., sans avoir besoin d'être plus explicite, quoi. Donc il y a des tropes et des codes qui sont imposés par la force des choses. On va arriver à la conclusion de ce premier épisode. David, on n'a pas parlé des grands espaces. On n'est pas à la conclusion, je pense pas, parce qu'on a que... Il va t'expliquer comment on fait l'émission. C'est toi qui anime. Enfin, pour le coup, il faut qu'on ait un petit peu plus de temps pour dérouler au moins la fin de la carrière de John Wayne dont je parlais. C'est pour ça que je te donne la parole, mon garçon. Et en fait, on évoquait tout à l'heure Rio Bravo, et il faut quand même en parler un petit peu. C'est intéressant, c'est parce qu'on vient de dire que le western en fait avait créé son propre mythe et commençait finalement très tôt à le remettre en question pour traiter des préoccupations à l'époque très contemporaines. Et en fait, Rio Bravo, c'est complètement une émanation de ça, puisque c'est une réponse de Howard Hawks au Train sifflera 3 fois de Fred Zinman avec Gary Cooper, que Hawks et John Wayne considéraient comme anti-américains. Comme un film de hipster. Voilà. et en fait, John Wayne, qui à l'époque était très impliqué à Hollywood et ailleurs dans les questions de lutte contre la menace communiste, a voulu en fait répondre au film de Zinman, qui en fait présente Gary Cooper comme le shérif d'une petite ville qui attend des malfrats qui vont arriver par le train, et passe tout le temps du film à demander de l'aide aux villageois et à se voir refuser cette aide, alors qu'il sait très bien que de toute façon à la fin il va pouvoir se débrouiller tout seul, et il finit le film en jetant son étoile de shérif qui pour le coup était considéré vraiment par Hawks et John Wayne comme un acte vraiment insupportable, antipatriotique. Et du coup Rio Bravo en fait propose une lecture complètement inversée de ça, où John Wayne passe tout le film à dire à son entourage qu'il a absolument pas besoin d'aide, et au final c'est cet entourage qui va lui sauver la mise à la fin du film. Et donc c'est deux films qui fonctionnent ensemble, qui sont très liés à leur contexte politique, au moment où ils ont été faits, qui ont même eu des réutilisations politiques. Notamment, il y a un truc assez marrant avec Le Train sifflera 3 fois, c'est en Pologne, en fait, au moment en 89, au moment des premières élections libres, c'est le parti de Lech Walesa qui utilisait un détournement de l'affiche et de Gary Cooper pour être en fait le représentant d'une sorte de personnage fier qui lutte contre le mal et qui allait incarner le renouveau face au communisme. Donc il y a ce truc doublement inversé en fait par rapport à la manière dont il était considéré à l'époque et la manière dont il a été réutilisé en Pologne des années plus tard. Et puis en fait pour terminé, mais je me dépêche un petit peu parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps. La suite de la carrière de John Wayne, même si il va tourner à la fin des années 60 et au début des années 70 encore quelques autres films, notamment pour Hawks, et il va aussi tourner l'original de True Grit, je crois en 1970. Il fait un western qui, pour moi, vraiment tourne la page du western classique, c'est L'homme qui tue Liberty Valance, qu'on a déjà cité. J'allais citer. Et Les 7 mercenaires. Il y a deux westerns qui sont ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des westerns crépusculaires qui ont effectivement contribué à tourner la page assez tôt, puisque le premier c'est Shane en 1953 de George Stevens, l'homme des vallées perdues, qu'on a vu dernièrement abondamment cité dans Logan.
que George Stevens réalise alors qu'il revient de la guerre, enfin pas tout à fait dans les années, mais il a tellement été détruit psychologiquement par ce qu'il a vu en Europe que ça va vraiment infecter son film. Et effectivement, L'homme qui tua Liberty Valance, avec cette fameuse réplique quand la réalité dépasse la légende, imprimer la légende. Quand la légende dépasse la réalité, imprimer la légende. Pardon, désolé. Mais c'est vrai que c'est déjà des films qui, comment dire, surtout pour John Wayne, c'est une époque où Hollywood considère que ils se sont peut-être un peu trop vendus en fait dans l'effort de guerre, etc. Notamment vis-à-vis du macartisme, etc. Il y a une anecdote assez célèbre dans laquelle John Wayne est venu à la défense de tous ceux qui avaient été attaqués par McCarthy. Mankiewicz, enfin tous ceux qui avaient des noms un petit peu trop européens, et en fait il avait assisté pendant plusieurs heures à toutes les auditions des saloperies que Cécile B2000 pouvait balancer sur tous ses collègues soupçonnés de communisme, et il a fini par se lever et tout le monde s'est tué dans la salle, paraît-il, et il est allé sur scène et il s'est présenté comme ça en disant je m'appelle John Wayne, je m'appelle John Ford, je fais des westerns. Il a choisi de se présenter sous cette forme-là, ce qui était une façon de dire quelque part. Vous parlez d'anti-américanisme, là, d'emblée, vous êtes perdu, quoi. Je m'appelle John Ford, je fais des westerns. Et à partir de là, il a commencé à défoncer la gueule de Cécile B2000. Mais en même temps, il réalisait à quel point le pays pour lequel il s'est battu et pour lequel il a tant fait au niveau de la construction mythologique. T'enlèves les films de John Ford, c'est l'impression que l'Amérique n'existe plus, quoi. Si c'en était pour arriver à ce point-là, il y a quelque chose qui s'était perdu en route. Et je pense que L'homme qui tuait Liberty Valance est une réponse à cette amertume-là. Et quant à Rio Bravo, que tu as très justement mis en confrontation avec Le train sifflera 3 fois, c'est aussi deux films qui témoignent d'une vision complètement différente de l'Amérique, telle qu'elle peut être vécue vraiment par ce que j'appellerais les citadins, d'une certaine façon. Le train sifflera 3 fois, c'est New York, quelque part. C'est la vision de l'Amérique qu'on peut avoir quand on est à New York, quoi. Et la réponse, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un film de hipster, quoi. Et la réponse de Howard Hawks et de John Wayne, c'est un peu l'Amérique de Trump, quoi. C'est un peu, mais allez vous faire foutre, quoi. L'Amérique, c'est pas ça, c'est pas ces valeurs-là, quoi. Et donc, c'est deux films qui vraiment portent des visions presque antinomiques des États-Unis, mais qui sont deux visions qui ont toujours existé dans le pays, en fait, quoi. David. Et juste si on doit conclure, j'avais un petit panaché de western des années 50 qu'on n'a pas eu le temps de citer. Grands espaces, putain de merde. Alors, oui, on avait prévu de passer la musique des grands espaces de William Wyler avec Gregory Peck, où il débarque dans un petit bled en venant de la ville, justement. C'est un personnage qui est le film ultime sur la question de la virilité. Il faut absolument montrer ce film à tous les garçons préadolescents, c'est absolument essentiel. Non, mais on peut être viril en ayant un petit chapeau. Non, mais voilà. Parce que c'est vraiment un film qui confronte effectivement deux visions de la virilité, qui est celle de Gregory Peck, un petit peu le pied tendre, on va dire, qui arrive là, et celle de Charlton Heston, qui est le gros bourrin de l'Ouest. Et la virilité n'est pas forcément du côté où on l'imaginerait, etc. Il y a des rôles de femmes assez magnifiques aussi dans ce film-là. D'ailleurs, c'est la question des femmes, on n'en a pas parlé, mais il y a Johnny Guitar. Voilà, Johnny Guitar. Celui que tu voulais citer. Je pensais à celui-là. J'ai cité Les Furies tout à l'heure avec Barbara Stanwyck. On a eu un paxon de Nana Brogan. Donc oui, Johnny Guitar de Nicolas Ray, c'est vraiment un western de femmes où le personnage du titre d'ailleurs est finalement assez secondaire dans une rivalité entre deux femmes, l'une jouée par Joan Crawford et l'autre par Mercedes McCambridge. Je voulais citer aussi Le Gaucher d'Arthur Penn, qui est encore un exemple du fait que dans le western on peut faire tous les genres, parce que ça c'est quasiment un teen movie en fait, où Paul Newman, enfin un teen movie. C'est pas American Pie, mais plus dans l'ambiance de la fureur de vivre, on va dire, où l'idée c'est de canaliser le personnage de Billy the Kid, et donc c'est inspiré de Pat Garrett et Billy the Kid, qui va aussi être mis en scène par Peckinpah dans les années 70. Peckinpah, dont on va pouvoir parler dans la prochaine émission. Tout à fait. Et puis je voulais aussi citer 40 tueurs de Samuel Fuller, 40 Guns, qui va être plus dans une veine presque
de série B, c'est un film très court d'1h15 qui est tourné en noir et blanc mais en cinémascope et en scope en tout cas, je sais pas si c'est du cinémascope et dans lequel on retrouve aussi Barbara Stanwyck dont Rafik tu parlais tout à l'heure et qui fait état effectivement d'une violence physique et morale que mentalement on a plutôt tendance à attribuer au style de cinéma dont on va parler dans la deuxième émission, donc suivante, le spaghetti, mais qui a déjà des traces avec Samuel Fuller dès les années 50. Très bien, on a fait un beau panel déjà, au moins des années de cinéma à On rattraper. n'a pas passé la musique des grands espaces. On la passera, on la mettra, t'inquiète pas, en post-production. Notre ami Quentin à la technique fera tout ça. Nope. Merci d'ailleurs Quentin. Merci à tous les quatre. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. La suite de notre saga western, c'est dans le prochain épisode. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Binge.